L'épistémologie est l'étude des connaissances dites valides sur le plan scientifique. Plusieurs courants de pensée existent qui sont autant de paradigmes. Cette capsule présente le réalisme critique de Roy Bhaskar. En épistémologie, les paradigmes réalistes postulent que l'objectif de la science est d'identifier les lois qui régisseraient le fonctionnement réel des phénomènes, qu'il s'agisse de phénomènes naturels ou sociaux. Le principe du positivisme a été tout au long du XXe siècle remis en question par des auteurs autant issus des sciences naturelles que des sciences sociales. Alors, très tôt, les tenants du positivisme ont essayé de réhabiliter la doctrine. Ce fut le cas déjà au début du XXe siècle avec le manifeste de 1910, où 6 philosophes des plus grandes universités américaines ont proposé une version revue et corrigée de la pensée réaliste. Toutefois, l'expérience a tourné court du fait de désaccords entre les auteurs eux-mêmes. En 1920, 7 autres philosophes américains publieront un essai où le terme réalisme critique apparaît pour la première fois. Mais l'expérience tournera court également, et là encore, pour des divergences de points de vue entre les auteurs. Il faudra attendre les années 70 pour voir un courant de pensée parvenir à faire office de compromis entre le courant réaliste et le courant idéaliste. C'est le réalisme critique développé par un Anglais, Roy Bhaskar. Alors, Roy Bhaskar a un profil un peu particulier qu'il faut connaître pour comprendre son œuvre. Il naît à l'ouest de Londres en 1944. Il a une naturelle assez contestataire et passe une enfance assez compliquée. Après quoi, il intègre l'université d'Oxford, où il est diplômé en 1966. Il entame alors une thèse sur la pertinence des théories économiques pour traiter les problèmes des pays sous-développés. Mais très tôt, il ressent une frustration et estime que les sciences économiques, finalement, n'ont peu de choses à dire sur les inégalités et la pauvreté dans le monde. Celui qui s'est désormais fait la réputation d'un enfant terrible à Oxford décide alors d'arrêter sa thèse et d'en démarrer une autre, cette fois-ci en philosophie. Ironie du sort, la thèse sera rejetée 2 fois par le jury. La première version de pas moins de 6 tomes a été jugée bien trop longue et sans apport, et la seconde version ne changera pas grand-chose à l'avis du jury. Toutefois, il n'abandonne pas, et bien que n'ayant pas donc son doctorat, il décide de publier sa thèse pratiquement à l'identique sous forme d'ouvrage en 1975, l'année où paraît Realist Theory of Science, la même année où il devient professeur de philosophie à l'université d'Édimbourg. Avec les 2 autres ouvrages qui suivront, il va jeter les bases de son réalisme critique. Alors, le profil anticonformiste de l'auteur permet de comprendre son discours contestataire envers les épistémologies dominantes positivistes dont il avait très tôt perçu les limites. Et en même temps, ces publications interviennent avec celles d'autres auteurs célèbres comme Thomas Kuhn, Lakatos, Feyerabend, Karl Popper, qui eux aussi se sont élevés en opposition au positivisme et tout particulièrement contre le cercle de Vienne. Alors Bhaskar rejette, comme eux, le postulat selon lequel les phénomènes naturels ou sociaux pourraient être modélisés comme des mécaniques mues par des lois de cause à effet stables, voire immuables, et que ce serait là le devoir de la science, des chercheurs, de pouvoir identifier ces lois. En fait, selon lui, les chercheurs sont prisonniers dans la grotte de leur théorie, et le positivisme a usurpé le titre de science. Son idée principale est que si le réel existe, en fait, si la réalité des phénomènes qui nous existent, la réalité des phénomènes qui nous entourent existe, ben, en fait, seule une partie nous est accessible. Alors, si une seule partie nous est accessible, ben, ça veut dire que le chercheur ne peut pas être exhaustif dans son analyse et qu'il ne pourra donner qu'une explication
partielle de son fonctionnement, liée effectivement à la partie qu'il peut observer. En fait, la pensée de Bhaskar est hybride. Des postulats réalistes, il va reprendre l'idée selon laquelle le monde qui nous entoure, les phénomènes sont indépendants de nous et de la connaissance que nous en avons. En même temps, des idées idéalistes, il va considérer que la connaissance scientifique ne peut pas être le reflet exact de la réalité telle qu'elle est, mais qu'elle est socialement construite, comme les paradigmes interprétativistes d'ailleurs et constructivistes le soutiennent. À partir de là, Bhaskar développe une vision stratifiée du monde et de ses phénomènes. La première strate porte, selon lui, sur le réel des objets physiques ou sociaux qui sont caractérisés par des propriétés. Ces objets ont des capacités d'agir les uns sur les autres. Par exemple, si on prend le cas de l'eau, l'eau, dans son état naturel, n'est pas que liquide, elle a la capacité de bouillir, de s'évaporer ou encore de représenter une force motrice. De même, un groupe social a des caractéristiques génériques de se réunir, de travailler, de développer ses propres rites, d'influencer d'autres groupes sociaux. Le deuxième strate porte sur ce qui est appelé l'actuel et concerne donc l'objet qu'on étudie lorsque ses pouvoirs causaux sont en action. Par exemple, le fait de pouvoir observer que l'eau est en train de bouillir ou qu'un groupe social est en train de travailler. La troisième strate, enfin, porte sur l'empirique et correspond à la partie qui va être justement observable par le chercheur. Et selon Bhaskar, ce qu'observe un chercheur ne relève que de ce dernier niveau, les deux autres lui restant méconnus, ou du moins non accessibles dans leur intégralité. En fait, Bhaskar considère presque sous forme de paradoxe que les choses qui sont réelles sont justement celles dont on ne pourra jamais avoir une connaissance exhaustive de leurs propriétés. Dès lors, pour lui, les chercheurs ne doivent plus s'évertuer à prétendre identifier des lois explicatives qui permettraient de prédire les fonctionnements des phénomènes dans toutes leurs possibilités. Il s'agira plus modestement, à partir des observations, d'explorer quels en sont les mécanismes causaux potentiels et les conditions de leur activation. C'est ce qu'il appelle la démarche de rétroduction. Et selon lui, cette démarche exploratoire doit être ouverte à toute démarche méthodologique, même si elles sont associées à des paradigmes différents. Pour cela, il faut étudier, selon lui, le phénomène naturel dans son contexte naturel et non pas en laboratoire. En effet, si je veux expliquer pourquoi l'eau bout, dans un laboratoire, je vais pouvoir contrôler tout un tas de facteurs, la température, la qualité de l'eau, etc. Il sera facile pour moi à ce moment-là de prévoir le moment auquel l'eau va se mettre à bouillir. Mais dans un environnement naturel, bien d'autres facteurs pourront influencer et gagneraient à être pris en compte. L'altitude à laquelle je me trouve, les conditions météo, par exemple. Alors, c'est encore plus vrai dans les sciences naturelles, où Bhaskar considère qu'il faut distinguer les pouvoirs causaux des objets naturels, donc qui sont des propriétés latentes naturelles, de ceux des objets sociaux qui, eux, sont plus complexes car étant liés aux interactions humaines, aux motivations personnelles et qui sont donc propres à chacun.